Et oui, vous écoutez Discuter entre les dés, c'est encore moi, Pierre-Philippe, qui vient en fait de vous discuter de choses et d'autres dans le bon plaisir de ce que j'aime des jeux de rôle en général. Puis ma phrase, elle termine pas jamais de finir pendant que je parle. Cette semaine, cool. Hey, encore une fois, j'ai reçu des très bons commentaires concernant ma dernière rubrique que j'ai faite sur, dans le fond, des petits trucs de joueurs ainsi que, dans le fond, une petite review de point de vue de joueur sur la campagne de Tomb of Annihilation. Et cette semaine, je vais, dans le fond, y aller comme un peu dans le sens contraire. Je vais donner 5 petits trucs très personnels que je trouve importants pour bien commencer en tant que DM. Et également donner mon point de vue sur une campagne que j'ai faite en tant ou que je fais présentement plutôt en tant que DM, en cours depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je parle de Curse of Strahd, la malédiction de Strahd. Je vais commencer avec ça en fait. Grosse campagne, la 5e édition. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une campagne une aventure qui amène nos joueurs dans les tréfonds de la Barovie, qui est comme un espèce de demi-plan étranger du monde de Faerun, où un seigneur sombre du nom de Strahd, un seigneur vampire, tient de sa poigne de fer, si on veut, le territoire de la Barovie, qui est une toute petite vallée avec très peu de villages, très peu de communautés, tout un peu coincé, mais derrière chaque arbre et chaque brume, il y a un danger. Point de vue DM, c'est une excellente campagne, du moins de celle que j'ai pu, dans le fond, lire pour la 5e édition. C'est une des plus plaisantes, je trouve, à DMer, parce qu'à la même manière que Tomb of Annihilation, comme j'avais parlé dans ma capsule précédente, il y a beaucoup de place au sandbox, dans le sens que les joueurs sont très libres de vouloir se diriger un peu où ils veulent. Et ce qui fait en sorte que le terrain de jeu est vraiment très plaisant, surtout du point de vue des joueurs. Côté DM, je trouve que c'est quand même de l'organisation à ce point-là, dans le sens qu'il faut bien comprendre la campagne, il faut bien la maîtriser. Je trouve pas que c'est une campagne pour ceux qui débutent dans le passe-temps, parce que justement, il y a beaucoup de NPC, énormément de NPC, de personnages non-joueurs qui sont interreliés entre eux, qui ont de l'influence entre eux. Il faut savoir un peu qui t'es avec qui, comment tu vas avec comment, et quelle influence a tel personnage sur tel autre personnage. Ce qui fait en sorte qu'on a vraiment une espèce de gigantesque toile d'araignée où tous les personnages que les joueurs vont rencontrer au cours d'aventure vont un peu s'entrecouper. Je trouve que ça demande une certaine organisation côté DM. C'est comme un gros mélange, parce qu'autant que c'est une aventure qui a beaucoup d'exploration de zones, si on veut, en quelque sorte, qui sont très différentes des unes aux autres, beaucoup de dangers, beaucoup de combats, mais les interactions sociales qui vont être faites dans les villes principales, dans le fond de la Barovie, peuvent apporter une dynamique très, très politique, un peu, en quelque sorte. Même si tout se déroule, veut pas, dans un petit endroit, il y a comme beaucoup de manigances qui se fait, beaucoup de coups fourrés entre les personnages non-joueurs et les personnages joueurs aussi. Donc, très cool campagne pour comme à vivre comme aventure, si vous aimez l'espèce de feeling un peu gothique, sombre, avec de l'horreur justement un peu plus romantique. Là, on est loin de Realm of Frostmaiden, la plus récente campagne, qui est comme de l'horreur un peu plus viscérale, de survie. Là, c'est vraiment plus dans l'espèce de classique vampire, avec des loups-garous, des morts-vivants, des sorcières. Beaucoup de zones très cool à explorer. C'est sûr que, en fait, le livre est comme divisé, si on veut, les chapitres. C'est comme les différentes zones que les joueurs peuvent visiter pour essayer disons, un peu trouver des manières de sortir, si on veut, de cet endroit-là, parce qu'au final, c'est ça un peu la prémisse, c'est que les joueurs sont propulsés en Barovie et ne peuvent pas repartir de là. Et ils essaient de trouver une manière pour pouvoir quitter l'endroit. Il y a des alliés qui vont vouloir les aider, beaucoup d'ennemis qui vont vouloir les nuire, et il y a toujours, dans le fond, la présence, cette espèce d'omniprésence-là du comte Strahd, le méchant de la campagne, qui regarde un peu les joueurs depuis l'obscurité. Et je trouve que c'est un gros point fort de cette campagne-là. C'est vraiment le méchant, si on veut, l'antagoniste, déjà, est très cool. On est vraiment pas dans une espèce de méchant
très cliché à la... je sais pas, chercher un film poche des années 80, mais j'ai pas d'exemple, là. Mais on est très loin d'une caricature unilatérale, là, dans le sens que le méchant, le Strahd de plusieurs facettes, une personnalité qui est quand même assez variée. Oui, ultimement, ça reste que c'est un vilain. Tu sais, vraiment, il y a foncièrement dans son cœur, dans son antre, c'est quelqu'un qui est d'une méchanceté sans borne et même d'un brin de folie quand même assez développé. Mais il y a des belles explications, il y a du beau roleplay qui peut être fait avec ce personnage-là, et il est toujours présent, il est toujours là, quelque part, en train d'observer les joueurs, en train de montrer qu'ils sont sur son terrain, il joue avec eux, et je trouve que ça apporte vraiment, ma foi, une dynamique super unique dans ce contexte-là. Et je ne peux que l'encourager à la jouer si jamais vous vous sentez motivé pour toute une aventure plutôt dangereuse et mortelle. Comme je mentionnais, je trouve pas que c'est vraiment pour les débutants DM, dans le sens qu'il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion, beaucoup d'apprentissage qui se fait, surtout que vous savez pas nécessairement où les joueurs vont aller, parce que leur possibilité est quand même assez grande. C'est un gigantesque terrain de jeu. Et aussi très débalancé dans le sens que si les joueurs décident d'aller à tel endroit, il n'y a pas comme un mur invisible qui va les empêcher, puis ils vont se ramasser dans un danger qui va être 4 niveaux au-dessus d'eux autres, là. Fait que à prendre en compte, mais pour vrai, en termes d'introduction, vraiment cool. Maintenant en plus traduit en français, la Malédiction, le Strahd, 5e édition qui est disponible. Je ne sais pas si elle est disponible ici présentement sur au Québec sur nos planchers, mais je sais qu'on peut la commander en ligne, dans le fond, en provenance de l'autre côté de l'océan. Et sinon, mon deuxième point que je voulais apporter aujourd'hui, je vais essayer de faire moins long que la dernière fois, parce que je trouvais que j'avais élaboré ça, puis au final, je voulais faire des petites capsules, puis ma dernière capsule a duré quasiment une demi-heure, fait que non, je vais essayer d'être un peu plus concis cette fois-ci. Je voulais donner en fait 5 petits trucs dans le fond, pour des DM qui commencent dans le fond dans le passe-temps. Et je voulais vraiment... c'est très personnel, encore une fois. Je dis pas que c'est la manière de faire de tout le monde. C'est pas écrit dans un livret. C'est comme ça que vous devez DMer, commencer à DMer, puis il n'y a pas aucune autre manière de faire. Si vous ne faites pas de cette manière-là, vous êtes un loser ou une loseuse. C'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment très personnel. Je vous partage tout simplement. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous jetez. Je vais encore y aller sous une formule de top 5, même si au final, aucune de ces règles-là, je la considère plus importante que l'autre, du moins rapidement comme ça. Donc on va commencer avec le numéro 5. Quelque chose que je faisais pas avant, que j'ai commencé à faire dans les dernières années, lorsque j'ai eu un peu plus d'expérience, puis j'aurais vraiment voulu le faire lorsque je commençais à DMer. Puis ça peut paraître un peu niaiseux, parce que des fois on peut se dire que c'est comme pas une perte de temps, mais que c'est du temps qu'on pourrait mettre ailleurs dans le contexte de la campagne. Mais c'est avoir dans le fond une session 0 avec vos joueurs, afin que dans le fond tout le monde puisse prendre en considération un peu qu'est-ce qu'ils veulent comme aventure, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme aventure, prendre en considération c'est quoi la dynamique entre les joueurs, la synergie qui peut se faire entre les personnes, discuter avec les joueurs justement de eux, s'il y a des thèmes qu'ils ne veulent pas aborder, s'il y a des thèmes qu'ils préfèrent qu'on mette de côté dans les sessions 0, c'est aussi le temps, si on veut, d'expliquer du DM pour les joueurs, d'abord du DM, je veux dire, pour les joueurs, les règles de base en quelque sorte, ainsi que possiblement la création de personnages, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le système, que ça peut être Donjon Dragon. Là, je parle aux nerds dans le contexte Donjon Dragon, mais je pense que ça peut s'approprier, ça peut se transposer à beaucoup d'autres jeux à ce niveau-là, là. Ça permet vraiment d'avoir avec les joueurs des idées claires de à quoi est-ce qu'on s'attend. Ça permet ainsi de vraiment commencer sur le bon pied. Je trouve vraiment que c'est un bon pied d'entrée lorsqu'on veut commencer, par exemple, une partie et qu'on est un DM, dans le fond, qui débute. Et c'est important, je crois, d'avoir cette session 0-là, où est-ce que vous jouez pas, là. C'est pas une question où est-ce que vous rentrez pas en plein cœur de l'aventure. C'est vraiment une session où vous prenez le temps de discuter entre vous, à quoi vous vous attendez, vous faites vos personnages, vous discutez un peu, vous regardez la dynamique entre joueurs, surtout si, par exemple, vous n'êtes pas nécessairement des best jobs de toujours, là. Fait que moi je trouve que c'est une très belle manière de commencer ça. Numéro 4.
Numéro 4, ça peut paraître un peu... je pense que ça peut paraître un peu niaiseux parce qu'on tombe quasiment un peu dans l'espèce pas de philosophie, mais dans des espèces de réflexions personnelles et tout ça, mais c'est vraiment de connaître en fait ça peut paraître dit de même, là, connaître son DM intérieur, mais se connaître en tant que DM, admettons que vous êtes dans vos premiers moments, vous êtes dans vos premières parties, aussi de vous connaître en tant qu'organisateur, dans le sens, vous, en tant que DM, vous êtes, on va dire, l'espèce de cœur à une partie, vous êtes le tronc et vous êtes les branches qui vont relier en fait les joueurs ensemble. Par extension, vous allez faire agir un univers et des personnages autour des joueurs, et c'est un peu à vous d'essayer de maintenir le tout dans un certain équilibre. Et pour ça, je crois que c'est vraiment important de bien se connaître soi-même, dans le sens de connaître son style de DMing, connaître ses forces, côté organisationnel, connaître dans le fond c'est quoi les documents avec lesquels vous êtes à l'aise d'agir, si admettons la partie se fait en ligne, connaître dans le fond aussi les thèmes que vous aimez explorer, que vous êtes à l'aise d'explorer, si admettons vous vous dites moi je suis un très grand fan des livres d'Agatha Christie, j'aime beaucoup les histoires d'intrigue, mais ça va aller, l'intrigue va aller au-dessus du combat. Essayez de vraiment pratiquer à faire par exemple des voix d'NPC, voir un peu comment est-ce que vous êtes capable de développer, d'exprimer différentes personnalités via justement des voix que vous êtes capable de prendre, et essayer de voir un peu les outils que vous êtes capable de trouver en ligne, que ce soit côté musique, que ce soit côté stats de bloc, des choses comme ça. Se connaître en tant que DM, ça va beaucoup interagir avec le contexte de la session 0. Est-ce que vous allez être capable d'exprimer à vos joueurs comment est-ce que vous comptez runner la partie, comment est-ce que vous comptez la jouer. Et soyez à l'aise d'exprimer quel segment du jeu vous êtes justement moins à l'aise de mettre de l'avant, quel type de thématique ou de style d'aventure est-ce que vous êtes peut-être moins enclin à vouloir vous avancer parce que vous n'êtes pas assez pratiqué dans ce domaine-là. On a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses en tant que DM, et comme en tant que joueur également, mais en tant que DM, on a toutes nos forces, nos faiblesses, et il n'y a pas de mal à être capable de se l'avouer en temps et en lieu, et d'être capable de travailler, si on veut, un peu de ce côté-là. Si, mettons, vous savez que vous avez des points faibles, vous pouvez commencer, dans le fond, à, on va dire, les travailler, les intégrer petit à petit à l'intérieur d'une campagne, lors des moments un peu plus feeler, moins dans des gros moments clés, juste pour voir un peu comment vous vous déroulez, comment est-ce que vous vous débrouillez, si on veut, et par la suite, essayer de voir à quel point vous pouvez vous être amélioré dans tel segment ou telle partie de l'aventure. Numéro 3. Numéro 3, ça peut paraître un peu... j'arrête pas de dire ça, je commence tous mes trucs en disant ça peut paraître un peu. Plus sincèrement, et ça, c'est quelque chose que je fais énormément, je consomme énormément de drogue. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais dire. Je consomme énormément de produits, de culture, de fiction, et je vais chercher dans le fond ce que je trouve excellent d'une fiction pour l'adapter à la mienne. Souvent, on va dire que dans le fond, il n'y a plus d'idées qui ne se créent, il y a des idées qui s'empruntent. Je pense que je suis un peu en accord avec ça, dans le sens que tout nous inspire d'une certaine façon. Et je call bullshit à quiconque me dit que il DM vraiment d'une 100% sans jamais avoir reçu de l'inspiration de nulle part, que toutes ces idées lui viennent dans son sommeil, qu'il n'y a aucun apprentissage vicarien qui s'est fait à gauche ou à droite, là. Mais j'exagère un peu, mais tout ça pour dire que je vous conseille fortement, si admettons vous savez que vous allez dans le fond d'aimer une campagne qui se déroule par exemple sur un bateau pirate, consommez de la littérature de pirates, consommez des films de pirates, consommez des jeux vidéo de pirates, lisez des BD de pirates, essayez de voir même s'il n'y a pas d'autres jeux de rôle qui vont au-delà de celui que vous allez aimer, qui aborde aussi le thème, juste pour voir s'il n'y a pas des aspects que vous pourriez intégrer autant mécaniquement ou dans le flavor, dans le fond, à votre propre table. C'est mangez-en de ce qui peut s'offrir à vous, mais il y a aussi également une manière de, on va dire, de être capable de tracer la ligne
pour ne pas atteindre une genre d'écœurantite aiguë de la thématique, parce qu'au final, votre but aussi, c'est de pouvoir vous aventurer sur une nouvelle aventure, puis vous ne devez pas avoir l'impression d'avoir déjà fait le tour avant d'avoir commencé, en quelque sorte. Je pense que le but ici, c'est vraiment d'aller consommer du produit de la fiction, ou même de la non-fiction. Il peut y avoir des vraies histoires dans notre histoire de l'humanité qui peuvent vous inspirer pour vos aventures. Et c'est de vous approprier quelque chose, de le transformer pour le faire, dans le fond, vraiment unique à votre façon. Puis il n'y a rien de... Je considère qu'il n'y a rien de mal de justement être inspiré de d'autres œuvres. Parce qu'au final, on est tout un peu là-dedans. Je considère que l'art et l'expression artistique, c'est quelque chose qui va justement inspirer et qui va, dans le fond, permettre à tout le monde un peu de grandir, en quelque sorte. Et je considère, le jeu de rôle, pour moi, c'est une forme d'art, c'est une forme d'expression artistique. Et il n'y a rien de mal, je trouve, à être capable d'aller chercher des éléments dans un film ou autre qui vont venir, dans le fond, inspirer notre manière de DMer. Donc, consommer. Numéro 2. Utiliser la méthode du oui et. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser, surtout dans des contextes de parties qui sont très tournés vers la création commune, que ce soit dans le côté setting, côté règles. Mais je trouve qu'en tant que DM, lorsqu'on commence, ça nous permet vraiment beaucoup d'avoir une pratique aussi d'improvisation. Et d'utiliser la technique du oui et fait en sorte qu'on a vraiment l'impression que dans le fond, le joueur, et c'est pas juste une impression, c'est vrai, le joueur, dans le fond, va utiliser sa créativité pour vous aider à construire, dans le fond, le monde dans lequel vous habitez. Ça n'a pas besoin d'être une création commune dans le contexte où est-ce que le monde, vous voulez qu'il soit vôtre, mais l'improvisation, pour les DM, c'est quelque chose de très le fun, mais en même temps très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à ça, et ça peut vraiment être quelque chose à la limite, intimidant. Comment ça fonctionne, dans le fond, si on veut la méthode du oui et, c'est que lorsqu'un joueur, dans le fond, vous pose une question concernant un élément quelconque dans la pièce, concernant, dans le fond, un élément, dans le fond, dans votre univers, dans votre setting, à plus grande échelle, on s'entend, là, ne jamais répondre exclusivement par le non. Ou plutôt de vous forcer le plus possible à ne jamais avoir des noms catégoriques dans le contexte où est-ce que vous n'allez pas... La personne va vous dire « Oh, est-ce que dans cette pièce-là, il y a un espèce de plateau avec des hors-d'œuvre que je pourrais prendre et lancer sur quelqu'un? » Ça va juste, dans le fond, ça va vous couper dans votre dynamique, ça va vous faire un blocage, ça va ralentir votre rythme, et vous allez aussi avoir l'impression que vous allez peut-être avoir vous-même une impression de mettre comme des bâtons dans les roues des joueurs. Donc, ça sert à rien dans cette situation-là de dire un non, tout simplement. Juste non. Pour vrai, c'est plus le fun de dire oui et oui, mais. Il y a ce plateau de bouffe-là sur la table, sauf que tu vois que le plateau est super fragile. Fait que c'est sûr que si tu le lances une fois, il va genre casser. Juste pour montrer que ça vous permet en fait de rebondir sur ce que les joueurs disent. Ça vous permet de créer en même temps. Et ça vous donne une pratique d'improvisation, tout en aidant les joueurs, dans le fond, à faire, si on veut, à exprimer leur créativité dans le moment. Parce qu'eux, ils proposent des choses. Et ça peut aussi être la même chose, le oui et, ou la création, si on veut, plus commune, peuvent aussi se faire à grande échelle. Mettons, quelqu'un va te demander sur le fly durant une partie, « Hey, est-ce que tel endroit peut, dans le fond, avoir, si on veut, tel type de bateau permettant de pouvoir naviguer sans aller au fond? » Et là, toi, tu pourrais dire oui, et ils coûtent une fortune, ces bateaux-là, par exemple. Admettons que vous n'aviez pas pensé à ce détail-là à la base, lorsque vous faites poser ce genre de questions-là, souvent les gens ont plus le réflexe de faire non, ou je sais pas, je vais regarder ça. Et c'est une belle pratique d'improvisation là, à ce moment-là. Oui, et vous essayez de trouver quelque chose d'autre qui peuvent, dans le fond, vous aider à compléter la phrase, mais vous pouvez également aller chercher de l'aide des joueurs pour compléter la phrase. Par exemple, admettons que le joueur dit hey, « Est-ce qu'il y a tel type de bateau dans cette ville-là? » Et vous pouvez répondre « Oui, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ces bateaux-là. » Et là, vous, dans le fond, vous pouvez nommer tel autre joueur qui est en charge, dans le fond, de trouver, si on veut,
c'est quoi l'élément qui vient bugger la patente, qui fait en sorte que le bateau a tel problème. C'est un bel exercice, dans le fond, de création participative et d'improvisation. Dernier conseil très important, et je vais mettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sous-estimer ça, puis qui vont peut-être même pas y penser ou en prendre conscience parce qu'ils vont se sentir mal de, par exemple, exclure des gens ou de changer à la dernière minute d'idée ou des choses comme ça. Mais vous êtes là pour avoir du fun, pour jouer. Fait que vous jouez d'aimer lorsque vous êtes confortable de d'aimer. Choisissez un endroit où est-ce que vous êtes confortable d'être. Dans le fond, choisissez dans le fond les gens avec qui vous voulez jouer. Que ce soit des étrangers, ça peut être un mauvais feeling déjà que vous avez en partant vers quelqu'un, mais ça peut être des étrangers si vous êtes à l'aise, d'autres amis, des collègues de travail. Vous êtes à l'aise, vous devez choisir avec qui est-ce que vous jouez, vous devez être confortable, vous devez être confortable de dire non. Si, mettons, un couple vient en paquet de deux et que vous n'êtes pas à l'aise par un des deux parties, vous avez totalement le droit de dire non parce que vous êtes maître de la situation, c'est vous qui avez le gros bout du bâton, c'est vous qui avez la grosse job actuelle à faire et vous avez totalement le droit de ne pas accepter dans le fond telle situation ou tel joueur. Vous devez maximiser dans le fond votre confort. C'est ça qui va vous permettre dans le fond de diminuer votre stress en DMA pour commencer, dans le fond, pour bien débuter. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez diminuer votre anxiété, votre stress de bien commencer, parce que c'est comme un show que vous donnez, c'est un show partagé que vous faites avec d'autres mondes. Ça sert à rien de, dans le fond, se donner plus de mal que nécessaire. Donc, vous jouez quand vous êtes confortable, tout simplement. C'était mes 5 petits conseils, très très rapides. Je pense que je vais vraiment refaire une autre vidéo sur l'improvisation. Je pense que ça pourrait être cool parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Et j'espère que vous avez apprécié ça. Pour ma part, j'ai encore une fois bien trippé. Puis on se dit à un prochain Discutant avec les dés. Merci.